Chapitre 4. Interrogatoire. J'ai reçu une convocation me demandant de venir le mercredi à 19h, la semaine prochaine, dans le poste de police de Boulogne-Billancourt. C'est à près de 1 heure de chez moi, et surtout pas très tôt, pensai-je exaspéré. Mais c'est là où vit Olivier. Pourquoi est-ce qu'il me convoque, me demandai-je. Je prévins mon compagnon, Robert, que je rentrerais tard ce jour-là, et de ne pas m'attendre pour dîner. La semaine suivante, comme j'empruntais le même chemin qu'Olivier, il fut surpris. « Où est-ce que tu vas ? Tu ne rentres pas chez toi ?»« J'ai été convoqué dans ton poste de police. Je ne sais pas pourquoi. »« Ils doivent avoir des questions à te poser, j'imagine, » dit-il en haussant les épaules. Puis surprenant. « Tu sais quelque chose ?» Sa voix s'étranglant. « Non, bien sûr que non. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi j'ai été convoquée. »« Bonjour, » me dit la policière à l'accueil. « Bonjour. J'ai été convoquée par Paul Morel. »« Très bien, asseyez-vous là. » Je n'eus pas très longtemps à attendre. « Bonjour madame. Je vous ai convoquée dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de madame Dubois. Je veux juste prendre vos empreintes digitales, » me dit-il en plaçant les éléments devant moi. « D'accord. Vous m'avez demandé de venir juste pour ça ? » ?»« Oui. Cela vous dérange ? » ?»« C'est-à-dire que je n'habite pas à côté. Il n'y aurait pas eu un moyen que j'aille au poste de police à côté de chez moi et que cela se vous soit envoyé ? » ?»« Certes, votre remarque est compréhensible, mais je voulais aussi avoir votre réaction. » »« Bien, dis-je en mettant l'encre sur mes doigts. Si vous avez des questions, profitez-en, soupirai-je. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir vous apprendre grand-chose. J'ai appris la mort par mon collègue et ami Olivier. Est-ce que vous vous rendez souvent dans la rue des Guéris ? J'y passais, j'habitais dans le 11e avant. Ça fait pas mal de temps que je n'y suis plus passée. Vous connaissez madame Dubois ? Oui, Olivier et moi sommes devenus amis, et il me l'a présentée. Par la suite, on s'est aperçu que l'on venait toutes les deux d'Égypte, et on est devenus amis. Vous la jalousiez ? Non, pourquoi donc ? Dis-je surprise. Où étiez-vous, le jour du meurtre ? Et la veille ? La veille, la routine. J'étais au travail et je suis rentrée ensuite chez moi. Le jour du meurtre, Robert et moi avions rendez-vous dans un restaurant, les Fabs. Très bien, vous pouvez partir, me dit-il une fois l'ensemble de mes empreintes prises. Au revoir. Comme je m'étais douté, je rentrai tard chez moi. Chapitre 5. Avocate et détective. 2 semaines plus tard, je reçus une lettre. Bonjour Madame Ta. Dans le cadre de l'affaire de la mort de Madame Dubois, des soupçons pesant sur vous, une avocate vous était attribuée. Mayline. Je vous laisse prendre rendez-vous avec elle sur le site cabinet-espérance.fr pour une prise en charge complète. Cordialement, Agathe de la Rosière. Je pris rendez-vous et vis que ça allait me coûter 2 000 € à 2 500 € en cas de succès. Mouais. Je pense qu'on m'en redemandera au fur et à mesure. Le premier rendez-vous était en visio. Bonjour Madame Ta. Je m'appelle Mayline et je serai votre avocate. Bonjour, dis-je à mon tour. Bonjour Madame Ta, je suis Agathe de la Rosière. Je vous explique la situation. Il s'avère que je connais le commissaire qui est chargé de votre enquête. J'ai déjà eu affaire à lui. J'aimerais prendre en charge l'enquête, puisque ma collègue May prend votre défense. Si vous acceptez cela, cela vous fera 2 000 € tout compris pour son travail et mon travail, ou 2 500 en cas de gain de cause. J'imagine que c'est une bonne proposition, je n'ai pas d'expérience à la matière, et cela ne correspond pas tout à fait à ce que je vais voir sur Internet. C'est vrai, c'est un peu spécial, dû à ma présence. Vous ne l'avez peut-être pas noté, mais des médecins sont présents dans le cabinet. Ils peuvent aussi intervenir si vous avez besoin. Pourquoi êtes-vous intéressé par mon affaire ? Mayline vous a été attribuée d'office et, comme je travaille dans le même cabinet qu'elle, je prends en charge certaines de ses affaires. C'est combien cette séance ?
C'est gratuit. J'aimerais prendre un peu de temps. Très bien. Contactez-vous quand vous voulez. Cette fois-là, ce sera dans nos locaux et nous pourrons signer le contrat. En attendant, je vous l'envoie juste pour lecture, histoire que vous en preniez connaissance en avance. Le paiement peut se faire en plusieurs fois. Merci. Après 2 semaines où j'avais fait quelques recherches, je me disais que c'était une bonne idée et qu'il n'y avait pas l'air d'avoir anguille sous roche. Le cabinet était même plutôt réputé. Des gens connus y étaient passés. Et les quelques cas perdus avaient été mués en des peines plus faibles. Les médecins aussi avaient de très bons avis. Durant mes recherches, j'avais trouvé que la détective Agathe était une riche héritière et une ancienne championne d'équitation et de patinage artistique quand elle était encore plus jeune. C'était sa sœur, Ambre de la Rosière, qui dirigeait l'entreprise familiale Roseraie. Je ne comprenais pas trop pourquoi mon cas plutôt qu'un autre, mais bon, j'ai dû avoir de la chance. Bonjour, me dirent les filles en même temps. Bonjour, dis-je en me levant. Vous avez donc décidé d'accepter, dit Agathe mi-affirmative. Nous pouvons commencer par signer, comme cela sera fait. Je signai après avoir lu en diagonale afin de vérifier la présence d'aucun changement. Je m'asseyis ensuite dans l'un des fauteuils rouges, dans la salle blanche et dorée. Très bien, nous avons pour habitude de tout enregistrer. D'accord, dis-je toujours un peu impressionné et ne sachant pas trop par où commencer. Aujourd'hui 12 mai, Madame Taha. J'ai des questions à vous poser, mais n'hésitez pas à ajouter tout ce qui vous viendra à l'esprit. Je suis au courant que Madame Dubois est morte fin avril. Vous vous trouviez dans une rue pas très loin, à la demande de votre conjoint, mais celui-ci a oublié le rendez-vous et vous êtes finalement rentré chez vous. Est-ce que c'est la première fois que cela arrive? Votre conjoint oublie un rendez-vous, j'entends? Oui. Pourriez-vous nous parler de vos relations avec Robert? On est très heureux. On est mariés il n'y a pas si longtemps que cela. C'était lorsqu'Anna était enceinte. Elle était ma témoin d'ailleurs. Olivier n'était pas témoin avec votre ami? Non, je voulais aussi qu'une amie d'enfance soit ma témoin. J'ai dû faire un choix. Mais Olivier était présent à la cérémonie en tant qu'ami. La témoin de votre mari était sa sœur, j'imagine. Non, fis-je un peu gênée. Qui était témoin de votre mari? 2 amis à lui. Vous aviez une relation avec la défunte? Les notes que j'ai obtenues mentionnent juste que vous vous connaissiez. Oui, on était originaires d'Égypte, toutes les deux. On était devenus amis. Je suis aussi amie avec Olivier. Noté proche du conjoint. Meurtre par amour? Quoi? Je vous prie de m'excuser. Je parlais pour moi, je suis sur les notes qui m'ont été transférées. Continuez, nous sommes là pour vous écouter. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. J'ai été invitée plusieurs fois chez eux. Qui d'autre était là à votre mariage? Mes parents seulement. Certains de ma famille sont restés au pays, d'autres sont partis dans d'autres régions du monde. Est-ce que vos parents ont beaucoup de contact avec votre belle famille? Non, ils n'ont pas trop de contact avec eux. Ils laissent vivre les autres et ils n'invitent pas tant que ça. Mais si quelqu'un leur propose quelque chose, ils sont généralement partants. Et comment vous entendez-vous avec votre famille? Bien, on prend régulièrement des nouvelles, mais on vit chacun de notre côté. Et entre vous et votre belle famille? Avec mes beaux-parents? Ça va. Par contre, ma belle-sœur, j'ai vraiment l'impression qu'elle aurait aimé que son frère sorte avec Laure Astrid, avec laquelle il était avant. On ne s'entend pas très bien, je trouve, et je déplore. Vous êtes d'origine égyptienne, comme la femme d'Olivier. Pouvez-vous m'indiquer les différentes origines de chacun? Je suis d'origine tunisienne égyptienne, par mon père, et mes cheveux blonds, dis-je en les touchant machinalement, je les ai hérités de ma mère, qui vient des pays du Nord. Anat était égyptienne et son mari Olivier que français. Robert et Nelinda ont leur mère qui vient du quartier hispanique des États-Unis. Leur père est breton d'origine. C'est pour ça qu'ils ont une maison là-bas où Robert va régulièrement. Pendant votre interrogatoire, vous ne vous souveniez plus où vous étiez la veille. Je pense que j'étais chez moi avec Robert.
Ok. Ah, par contre, l'avant-veille, on était chez mes beaux-parents sur Paris. Qui était présent? Ils étaient là tous les trois, les deux parents et la sœur. Très bien. Comment cela se passe au travail? Est-ce que vous entendez bien avec vos collègues? Oui, j'aime bien mon travail. Pour moi, je m'entends bien avec tous les collègues de mon service, et même avec ceux de d'autres services d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait vous vouloir du mal? Avez-vous un ennemi, en un sens? Dans mon enfance, je ne me suis pas forcément bien entendue avec tous mes camarades, mais on s'est perdu de vue. Et puis avec ma belle-sœur, on s'entend pas très bien, mais bon, je pense pas qu'on en soit là tout de même. On parle de meurtre. Pour l'instant, je ne vois rien d'autre. J'aimerais que vous notiez nos numéros de téléphone pour qu'on se tienne au courant. Très bien, dit-elle une fois fait. Je pense qu'une perquisition se fera dans les semaines à venir. Est-ce que vous voulez que l'une d'entre vous soit là? Je préfère vous laisser faire au mieux, mais je n'y vois aucun inconvénient. Très bien, au vu de votre réaction, l'une d'entre nous sera là. Vous acceptez que je vous paye comment? Espèce, chèque ou virement? Je peux mettre à quel ordre? Cabinet Espérance. Voulez-vous une facture papier, en plus de la dématérialisée que nous envoyons? Je veux bien, merci. Suite à cet interrogatoire, je décidai de prendre une planque chez Nelinda. Pendant plusieurs jours, je vis une fille passer plusieurs fois. À chaque fois, elle avait l'air assez heureuse. Mais qui était-elle? Qu'est-ce qu'elle faisait chez Nelinda? Effectivement, une semaine plus tard, un courrier m'avertit d'une perquisition la semaine suivante, dès 19h30, le vendredi. J'en avertis immédiatement mon avocate et Robert. Le lendemain, un texto de sa part m'avertit qu'elle ne pourrait pas être là et qu'Agathe prendra sa place. Bonjour, Robert, dit le commissaire en montrant sa plaque. Bonjour, monsieur. Deux autres policiers entrèrent avec lui, ainsi qu'Agathe. Mademoiselle, est-ce le téléphone que vous utilisez? Non, c'est un ancien, dis-je après un regard à Agathe qui hocha la tête. Une dizaine de minutes plus tard. Et celui-là? Me demande-t-il. Je ne l'ai jamais vu. Chérie? Oui, tu connais ce téléphone? Non, jamais vu. Une dizaine de minutes plus tard encore. Il n'y a plus rien à trouver ici, disent les policiers à leur chef. Très bien, suivez-nous au poste, mademoiselle. Pourquoi? Demande Agathe. Pour vérifier son téléphone et lui rendre. Je pense que ça l'embêterait de ne pas l'avoir. Je peux venir? Demande Robert. À votre guise, réplique le policier en haussant les épaules. Au commissariat, il me laisse patienter une bonne demi-heure. Agathe, c'est concluant ce qu'ils ont trouvé chez moi? Cela dépendra des informations présentes à l'intérieur des téléphones. Est-ce que quelqu'un est venu chez vous ces derniers temps? Non, je ne crois pas, dis-je. Ma sœur est venue, elle devait me rendre des affaires, et je devais lui en rendre d'autres. Ils ont trouvé un téléphone dans un petit sac, et l'autre dans un carton. Dans ce qu'elle vous a rendu, elle ne m'a pas rendu de petit sac, ni de carton. Mon ancien téléphone était dans un petit sac. C'est peut-être celui-là. Alors? Demanda Agathe à Paul qui arrivait. Rien dans ce téléphone. Mais cela ne veut rien dire pour les autres. On rentra chez nous. Le vendredi suivant, je reçus un mail. Bonjour Agathe. L'un des téléphones ne contenait vraiment pas grand-chose. Ce devait être effectivement un ancien téléphone. L'autre contient la preuve de la culpabilité de votre cliente. Le message trouvé sur le téléphone de la victime l'amenant dans la rue fatidique. Le temps d'avoir le mandat d'arrêt, on devrait aller la chercher vendredi suivant à son domicile après son travail. Paul Morel. Je savais qu'il était assez optimiste. Cela devrait prendre une semaine de plus en réalité pour avoir ce mandat. Le lundi suivant, je me rendis à l'enseigne où le téléphone identifié aurait été acheté. Bonjour monsieur. Oui. J'aimerais savoir qui vous a acheté un téléphone fin janvier, début février. Vous êtes de la police? Non. Je suis Agathe, une détective privée. La détective dont on parle si souvent? Oui. Ma fille Alice vous adore. Voulez-vous que je lui signe un autographe? Oh, c'est très gentil, merci, me dit-il en me tentant de quoi faire. À Alice, de la part de la détective Agathe. Et je le signe. Demandez-moi ce que vous voulez. Est-ce que je peux vous enregistrer? Pas de souci. Comment vous appelez-vous? Martin Bernard.
Quelqu'un vous a acheté une carte SIM prépayée en février, en fin janvier, début février? Hmm, Oui, oui, une certaine Tilly, dit-il en consultant ses registres. D'ailleurs, je l'ai indiqué aux policiers qui sont venus. Oh, très bien. Dans ces photos, pouvez-vous me la montrer? Celle-là. Je coupe l'enregistrement vidéo. Merci beaucoup, monsieur. Sachez que vous pourrez être amené à être convoqué au procès. Est-ce bien Tilly que j'ai montré? Je ne préfère pas vous le dire, désolé. De mon côté, je sais maintenant que c'est Nélinda qui s'est fait passer pour Tilly. Le lendemain, je passai voir le commissaire en charge de l'enquête. Bonjour, j'aimerais voir le commissaire Paul Morel. Avez-vous rendez-vous? Non, mais je travaille sur une enquête avec lui en ce moment. Très bien, je l'avertis. Bonjour ma chère, suivez-moi dans mon bureau. Allons plutôt au service informatique, s'il vous plaît. Très bien. Le service informatique récupéra les données de mon téléphone impliquant Nélinda. Et maintenant que vous savez que Nélinda s'est faite passer pour Tilly pour acheter un téléphone, et le mail utilisé pour le fournisseur? Un faux qu'elle a créé, et celui de Tilly n'est absolument pas celui qu'elle aurait dû utiliser, comme vous pouvez le voir à mon échange avec elle. Nélinda a un alibi, dit-il d'un ton tranchant. Très bien, je vous laisse. Bonne journée. L'après-midi, je repris ma planque chez Nélinda. Je vis de nouveau cette fille, elle partait de la maison. Je sortais. Marie m'exclamai-je près d'elle. Hein dit la fille en me regardant. Oh, désolée, je crois que je vous confonds. Comment vous appelez-vous? Anna, me répondit-elle en s'en allant. Chapitre 6. L'un en paradis, l'autre en enfer. Le lundi. Chérie, comme on est en télétravail le vendredi, j'aimerais aller passer le week-end et le vendredi de ma famille en Bretagne. Ça te dit? Non, je n'ai pas très envie, dis-je en sentant un mal de ventre. Mais vas-y, toi. Ces derniers temps, j'avais l'impression que tout le monde me regardait suspicieusement. Et j'avais ce rêve, avec un accident de moto et un camion rose, un pic à fondu. Le jeudi soir, après que Robert soit parti, je reçus une invitation d'Inaya pour une soirée entre filles. Je l'acceptai. Le lundi matin, je fus surprise de voir que Robert n'était pas dans le lit et la moto pas dans le parking. Je lui envoie un texto, surprise, avant de commencer mon travail. Le mercredi, je reçus une convocation par email de la police me demandant de venir d'urgence. J'étais sur site, je terminais donc plus tôt et m'y rendis dès mon travail terminé. Je montrai à la dame de l'accueil la convocation. Elle me demanda d'attendre et un policier arriva dans les 5 minutes qui suivirent. Sans rien me dire, il me fit passer des portes. Je me retrouvai face à une personne debout et une autre allongée. La première dévoila le visage de la personne sous les draps. Est-ce Robert? Me demanda le légiste. Oui, dis-je d'une voix étrangement atone et en déglutissant péniblement, les yeux faisant le tour de la pièce, espérant qu'on me dise blague. Mais non, je vis sous un drap mal positionné un objet en forme de pic à fondu. Le policier me raccompagna à la porte et je rentrai chez moi dans un état second et vomis avant d'aller dormir sans manger. Le lendemain, ce fut mon téléphone qui sonnait qui me réveilla à midi. Oui, C'est Olivier. ça va? Il est midi, tu avais posé un jour? Je sais pas. Il s'est passé quelque chose? C'est mon tour. Ton tour de quoi? Je fondis en larmes et raccrochai. Le soir, je reçus un texto D'Olivier me demandant comment allait mon compagnon. Je lui répondis qu'il ne rentrerait plus. Le vendredi, je travaillais en mode automatique. Le soir, on sonna à ma porte. Oui, dis-je en ouvrant. Je suis Paul Morel, dit le commissaire en montrant sa plaque. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous. Je ne bougeai pas. Prenez-la. Laissez-moi, je ne suis pas en état de sortir. J'allais prendre mon manteau, mon sac et mon téléphone, pendant que les policiers me suivaient. Quand j'eus le téléphone en main, je décidai d'appeler May. Hé là, s'exclama Paul. Qu'est-ce que tu fais? Continua-t-il en tentant de me prendre mon téléphone. J'appelle mon avocate, aboyai-je presque. Allô, Tilly, tu appelles bien tard. Tout va bien? Me dit Agathe. Agathe, les policiers sont chez moi, ils veulent m'arrêter.
et j'aimerais bien voir la psychiatre, dis-je en sanglots. C'est un aveu, s'exclame Paul. Je t'enverrai la psychiatre dès que possible. Mais là, il est tard. J'ai entendu la voix de Paul. Passe-moi. Je tendis le téléphone à Paul. Pourquoi n'ai-je pas été mise au courant de cette démarche? Je ne suis pas obligée. Et ton chef est au courant? Je suis commissaire. Tu veux que je te rappelle pourquoi je m'occupe de cette affaire? Dit Agathe, la voix lourde de sens. Je vis Paul visiblement mal à l'aise. Bon, je peux être là d'ici 20-30 minutes. Tu restes calmement chez ma cliente. Rends-la moi. Bon, vous resterez à la maison le temps que j'arrive. S'il tente quoi que ce soit, tu peux lui rappeler qu'il doit m'attendre. Quand j'entendis la sonnerie retentir, je filai. Agathe! M'exclamai-je en pleurant d'un coup et en la prenant dans mes bras. Oula, tu as besoin de parler, toi. Il y a un endroit tranquille? Ma chambre. Ok, je passe voir les policiers et on y va. Bon, on y va, dit Paul en la voyant. Non, je vais d'abord parler avec elle. Bla bla bla, dit Paul en levant les yeux au ciel. Une fois dans la chambre. Il s'est passé quelque chose? Tu as pleuré. Il ne dormira plus jamais avec moi, dis-je en regardant le lit. Si j'étais allée avec lui, je n'irais pas en prison, tout serait fini. Il y eut un moment de silence. Tilly, ton compagnon. Je me remis à pleurer. Ok, il est mort, c'est ça? Me demanda-t-elle en tapotant mon dos. Je hochai la tête, toujours contre elle. Je le savais. Pourquoi ne l'ai-je pas retenu? Je comprends mieux que tu ailles voir la psychiatre. C'était quand? Ce week-end, avec un camion rose. Je l'ai su mercredi. Pourquoi un pic a fondu? Elle me laissa pleurer pendant un moment avant que je ne me calme, épuisée. Bon, se dit Agathe en se levant. Paul, tu comptes l'emmener dans ta prison? Bah oui, pas sur Mars, dit-il en levant les yeux au ciel. Tu as une cellule pour une personne? Oui, mais c'est dans une cellule commune qu'elle va aller. Non, affirma Agathe en prenant son téléphone pour envoyer un mail à la psychiatre, afin de l'avertir de la perte de sa cliente et d'aller la voir le plus vite possible en indiquant la prison. Tu m'écoutes au lieu d'être sur ton téléphone? Oui, tu me dis que je n'ai pas les droits pour ce genre de demande. Et c'est ce qu'on va voir. Elle posait son téléphone contre son oreille. Allô, Charles, je ne te dérange pas trop? Non, pas de souci. Non, rugit Paul. Qu'est-ce? Ton subalterne. Paul n'est pas très content. Ah, tu étais au courant qu'il venait arrêter ma cliente, Tilly? Non. Ils sont au commissariat? Non, encore chez elle. C'est elle qui m'a appelé. J'aimerais qu'elle puisse aller dans une cellule seule. Elle n'est pas en état. Pourquoi? Elle m'a demandé à voir un psychiatre. C'est un aveu, dit Paul en arrachant le téléphone des mains d'Agathe. Mais non, sombre idiot, s'exclama Agathe de manière étouffée. Elle a perdu son mari, et en plus tu l'arrêtes? Tu crois qu'elle est comment? Rends-moi Agathe, immédiatement, s'exclame le chef, outré par le comportement de Paul. Du coup, nous disions qu'elle n'est pas en état du fait qu'elle ait perdu son mari ce week-end, et qu'elle l'a su mercredi. Je vais envoyer ma psychiatre dès que possible. Oh, tu as mon accord. Passe-moi Paul. Celui-ci fut contraint d'accepter. Par contre, Tilly s'était endormie. La policière l'a prise dans ses bras et la déposa dans le lit de la cellule. Le lendemain matin, je repris ma planque chez Nelinda. Je vis de nouveau Anna. Elle partait de la maison. Le lendemain matin, je me demandais où je me trouvais. Les souvenirs revinrent au fur et à mesure. Alors, réveillé, me dit Paul. Ne réussis-je qu'à dire. Bien, ouvrez la porte, je vais l'interroger. Une fois dans la cellule d'interrogatoire. Bon, tu vas avouer l'avoir tuée? Non. Tu te trouvais dans la rue avec elle? Non. Et je veux voir mon avocate May ou la détective Agathe. Si tu demandais à voir la psychiatre hier, c'est que tu en as grosse conscience. Donc, tu l'as tuée. Je suis innocente et je veux voir mon avocate ou la détective, m'exclamai-je. On verra si tu diras toujours la même chose ce soir. Le soir arriva et je n'avais pas pu voir la psychiatre. On ne m'avait apporté ni eau ni nourriture. Alors, tu avoues maintenant? J'avoue que je suis innocente. Tu n'as pas faim et soif? Si. Donc, si tu vas voir, tu vas devoir avouer que tu l'as tué. C'est donnant-donnant.
C'est du chantage. Je vois pas pourquoi. C'est donnant-donnant. Dans ce cas, si tu fais venir May ou Agathe, je ferai ce que tu demandes. Très bien. Paul sortit de la salle interrogatoire et appela l'agence. Agathe? Ah, May. Tu veux bien venir? Demanda-t-il doucereux. Ta cliente est prête à avouer. Quoi? J'arrive. Lorsqu'elle fut arrivée dans la salle interrogatoire. Si tu veux avouer le meurtre? Demanda May sous le choc. J'avoue avoir fait du chantage à Paul pour que tu viennes. J'avoue que je suis innocente. J'avoue que je pense que Paul ne m'a pas nourrie et assoiffée pour avoir des aveux. Tu as fait quoi? Gronda May en se tournant d'un bloc vers Paul. Elle ment. C'est ça. C'est pas la première fois que j'entends ça. Bon, de toute façon, tu vas devoir soit la relâcher, soit la transférer. Je la transfère. Bien, j'en prends note. Tu me donneras l'adresse. La salle étant sous enregistrement, j'envoyai la date et l'heure à Agathe et un nouveau mail à la psychiatre pour qu'elle sache où aller. Le lendemain, mon arrivée en prison, je reçus la visite de la psychiatre, Clara, et je lui dis tout. Je me sentais vidée après la séance. 2 jours plus tard, je reçus la visite d'une experte, Diane, qui m'expliqua. Je suis venue avec l'accord de ton avocate dans le cadre d'un procès. Nous retraçons la vie de la personne afin de mieux la comprendre. J'interviendrai durant le procès afin que les jurés te connaissent mieux et puissent prendre une décision en connaissance de cause. Je ne vois pas très bien à quoi cela sert, mais si vous voulez. Je lui racontai ma vie et répondais à ses questions. À partir de la semaine qui suivit, j'eus des vomissements et les gardiens finirent par m'amener à l'infirmerie où le docteur ne diagnostiqua rien. Chapitre 7. Purgatoire et nouvelle vie. Ce matin, la douleur est bien plus importante que d'habitude, et je viens encore de vomir dans la bassine que l'on m'a donnée. Gardien, appelai-je. Tu as de la chance, un médecin va arriver dans moins d'1 heure, me dit une voix moins grave que d'habitude avant de partir. Je m'écroule derrière les barreaux en gémissant. L'attente me paraît longue. Enfin, on m'amène à l'infirmerie que je connais bien maintenant. Ce serait bien qu'il change de médecin. Il ne comprend pas ce que j'ai. Justement, je vois un homme, brun, aux yeux bleus, que je ne connais pas s'avancer vers moi. Bonjour, je m'appelle James. Je vais t'ausculter aujourd'hui. Je suis la collègue de ton avocate et de la détective. Josh Ladette. Tu vomis tous les jours, midi et soir, c'est ça? Oui, et ce matin. Tu vas souvent aux toilettes? Ah, oui, toutes les heures, il me semble. Tu as ressenti quoi? Comme une contraction. Quand tu vas aux toilettes, ça fait mal? Oui. Et là? Me demande-t-il en appuyant entre ma côte et ma hanche. Aïe! Ça fait mal. Quand ça fait mal, c'est tout le temps ici. Bonjour, dit le médecin de la prison. Bonjour. Ça fait mal par intermittence, c'est ça? Oui. Ok, reste ici. Veille sur elle, s'il te plaît, dit-il à son collègue auquel il n'a pas accordé un regard. Il me semble alarmé. Vraiment, je ne comprends pas ce que vous avez. Vous êtes une petite nature. Vous venez 1 fois par semaine, vous vomissez parce que vous n'aimez pas la nourriture? Je me recroquevillai sous la douleur. Pourquoi ce médecin était-il comme ça? Calmez-vous. Vous savez, j'ai vu bien plus grave que vous. Je me concentre sur ma respiration et tente de ne pas l'écouter. Je me demande bien ce qu'il vous aura trouvé. Vous n'avez aucune plaie ouverte. Vous ne saignez pas, vous n'avez rien. Vous jouez la comédie. Allô? Vous pouvez la ramener en cellule? Pendant ce temps-là, James arrive dans le bureau du directeur de la prison. Oui, c'est vous qui venez ausculter Tilly? Vous pouvez y aller directement, j'ai donné l'information. C'est fait, et il va falloir l'emmener à l'hôpital. Quoi? Sursaute le directeur. Elle est enceinte et je soupçonne un calcul rénal en plus. Enceinte? C'est une blague, docteur. Elle n'a absolument pas de ventre. Cela arrive. Elle n'est rentrée qu'il y a environ que 6 mois. Comme le directeur ne fait pas un mouvement. Monsieur, appelez-moi une ambulance. Dois-je le faire moi-même? Demande-t-il en s'appuyant sur le bureau. Comment mon docteur n'a rien vu? Et vous, vous débarquez comme ça? Et vous trouvez? Contrecarra le directeur sans broncher. Très bien, venez. Pendant l'absence de James, 2 hommes arrivent pour me ramener dans ma cellule. Allez, venez. Je suis toujours recroquevillée. Ils me remettent debout, de force. La tête me tourne et je vomis. De la bile sûrement. Un instant d'après, je ressens une vive douleur à la joue.
Salope, t'as vomi sur ma chaussure. Hé, doucement s'exclame son collègue. Elle l'a fait exprès. Dit-il n'osant pas prendre ma défense. Elle joue la comédie, dit le médecin d'une voix atone. J'ai encore envie d'aller aux toilettes, je dois me retenir. Je vais encore avoir des problèmes sinon. Allez, avance, dit le mec en me mettant une claque aux fesses. C'est raté. Burk, dit l'autre. Le premier se retourne et prend une serpillière qui n'était pas loin et me la jette. Nettoie, souillon. Je tente de la rattraper, mais n'y parviens pas, et me fait mal dans le mouvement. Je vais le faire. Docteur, elle a vraiment pas l'air bien, dit l'autre gardien. Ma main entre ma côte et ma hanche, je suis pliée en deux sous la douleur. Petite nature. Là, ça fait vraiment mal, dit-il en m'enlevant la main et en envoyant son poing là où j'avais ma main. Je me mets mon avant-bras dans la bouche pour m'empêcher de hurler. Hé, calme-toi, mec, dit l'autre qui a fini. C'est bon, tout le monde s'est déjà pris un coup, pas de quoi faire un plat. Bon, ramenons-la en cellule, tranquillement. Il me prend assez gentiment par le bras, l'autre veut prendre l'autre bras, mais une douleur ramène ma main entre ma côte et ma hanche. Il me prend le bras sans ménagement, et j'entends un crac. L'autre gardien sursaute au bruit, et j'ai l'impression de ne plus avoir de bras. James et le directeur de la prison arrivent sur ces entrefaits. James, dis-je en me dirigeant vers lui, il me rattrape et me prend dans ses bras, sans difficulté apparente. Il me pose sur le lit d'auscultation presque tendrement, en faisant face aux autres, une main sur mon front. Qu'est-ce qu'il se passe ici? J'avais laissé une patiente allongée. Elle est debout, a une marque sur la joue, et maintenant une épaule démise? Dit-il d'une voix calme, mais chargée de colère. Un silence complet suit ces paroles. Adam, appelez une ambulance, vous deux, dans mon bureau, finit par dire le directeur. Indiquez l'hôpital Trousseau, s'il vous plaît. D'accord. Allô, Alexander? Salut, James. J'ai un souci avec Tilly. Elle a une épaule démise. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur est au courant? Je ne sais pas. Oui. Je laisse faire le directeur. Tout ce que je veux, c'est que tu me retrouves à l'hôpital Trousseau. Je n'ai pas les compétences et j'ai confiance en toi. C'est gentil. Je pars tout de suite. Merci. À plus. Un peu plus tard, qui me semble une éternité, des hommes arrivent avec une civière. James ne leur donne pas le temps d'essayer et me place lui-même dessus. Pendant tout le trajet, il me caresse les cheveux en regardant la route. À peine arrivé à l'hôpital, il me présente Alexander. Bonjour, dis-je d'une petite voix. Bonjour, me dit-il avec un sourire chaleureux et entendu en me tendant sa main gauche. Je lui tends ma main gauche. Sa poigne est ferme, mais douce comme sa main. Ses yeux sont verts. Sa voix est plus grave que celle de James. Ses cheveux blonds arrivent en haut de sa nuque, tandis que ceux de James, dans lesquels il passe sa main, sont bruns et lui arrivent en bas de la nuque. Deux de ses mèches reviennent de part et d'autre de son front. Peut-être passera-t-il bientôt chez le coiffeur? Alexander a des joues plates et une mâchoire un peu forte, alors que le visage de James est plus rond. Mais tous deux sont imberbes. Je pense qu'il doit être russe et qu'il me porterait aussi facilement que James qui veut s'asseoir. Alexander m'aide à me mettre sur le bord du lit, dos à lui, et ausculte mon épaule. Ok, je l'entends marmonner. Comme j'ai de nouveau mal, je me recroqueville. Pas de souci, j'entends pendant que la main d'Alexander a suivi le mouvement et presse gentiment mon épaule, son pouce caressant ma nuque. Je tâche de me focaliser sur mon épaule et j'ai l'impression que la douleur passe plus vite. Je me redresse. Désolé, pas de souci, répète Alexander de sa voix de baryton. La main me presse encore un peu l'épaule, passe devant. Ah! Je sens que sa main revient derrière et me presse de nouveau gentiment, tandis que les doigts auscultent. J'ai du temps, James. Tu veux que je lui fasse un check-up? Fais-toi plaisir. Tant que tu ne me l'allonges pas sur le ventre, elle est potentiellement enceinte, lui réplique-t-il de sa voix de ténor, en allongeant les jambes et en mettant ses mains derrière la tête. Alexander me fait allonger sur le dos, vérifie mes jambes, appuie sur mon bassin d'un côté, de l'autre. Ah! Ça va? Me demande-t-il pendant que sa main se fait plus douce. Ça va. Ok. Assis-toi au bout du lit et laisse-moi entre tes jambes. Je vais vérifier ton dos. Je le sens se placer derrière moi. Ses doigts auscultent ma nuque, puis descendent au fur et à mesure dans mon dos. Très bien.
Place-toi comme tout à l'heure. Attention, je vais monter le lit. Ok. Maintenant détends-toi, me dit-il en plaçant mes mains sur l'épaule opposée et en me prenant dans ses bras. Détends-toi, répète-t-il, sa voix partant dans les basses. Alors, doigt de fée, dit James d'un air goguenard. Je le vois tirer la langue et je me mets à pouffer, ce qui me détend. Bien joué. Mais ce n'est pas tout à fait ça, réplique Alexander. Il me redresse un peu et m'appuie contre son torse. Respire en même temps que moi. Je sens le mouvement de son torse sur mon dos et m'exécute. Il ne me faut pas longtemps avant que je ne sois apaisée. Il me remet dans la position initiale et fait son mouvement. Je ne crie même pas. Allonge-toi les pieds vers l'oreiller. Il place ses mains sous ma nuque. Là, je sais, me dit-il quand il me voit grimacer. Il place ma tête en la tournant. Détends-toi, dit-il en reprenant sa voix de basse. Je sens une de ses mains aller dans mes cheveux. Elle me caresse un peu le crâne. Je ne dois pas être assez détendue. À ma surprise, la main se referme sur mes cheveux. Mon gémissement se termine en un léger cri pendant qu'il finit de faire bouger ma tête. Désolée pour les méthodes peu orthodoxes, mais c'est efficace pour détendre. Bon, puisqu'il me reste un peu de temps, un bon massage assis qui commence par mon crâne, descend sur ma nuque, mon dos. Bon, il faut que j'y aille. Si tu as encore des massages, demande à James. Il a des doigts de fée lui aussi, taquine-t-il en m'aidant à me rallonger. Il me fait un bisou sur le front et s'en va. James vient près de moi et me dit, une main sur mon épaule. Le plus dur est passé maintenant. Les examens ne devraient plus faire trop mal. Franchement, ça passe. Il est doué. Je lui transmettrai, dit-il avec un sourire. Un médecin urgentiste arrive sur ces entrefaites. Il faudrait faire d'abord une échographie. Après, on saura quelle méthode utiliser pour vérifier la présence de calcul rénal, indique James. L'échographie confirme que j'ai un enfant, et c'est une fille. Tu voulais avoir un enfant me demande James un peu inquiet. On cherchait à en avoir un, oui, avec Robert. Et maintenant, au moins c'est une fille. Le calcul rénal est aussi confirmé. Tu vas rester quelque temps ici. Tu seras mieux qu'à la prison. Je préfère te prévenir. Je pense qu'il y aura des policiers devant la porte, mais ils n'auront pas le droit d'entrer. Quand ils penseront que tu peux sortir, je viendrai te voir pour être sûr. Merci, dis-je. De rien. Tout va bien se passer, me dit-il en m'embrassant le front. Il doit être au courant de l'affaire. Attends, oui? Tu es au courant de quelque chose? Je n'ai pas trop le droit de t'en parler. Mais Agathe a commencé à avoir des éléments assez concluants, dit-il, en souriant au fait qu'elle avait prévu que sa cliente pose au moins une question. Même s'il était vrai qu'il avait un peu aidé. La porte s'ouvre alors sur « Olivier ?» je m'exclame. « On m'a dit que tu étais à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai un calcul rénal et une fille. On cherchait à avoir un enfant avec Robert. J'avais une préférence pour une fille, mais bon... Je voulais attendre un peu, commence Olivier, en continuant à s'approcher. Est-ce que tu veux bien reconnaître ma fille comme tienne et me permettre de reconnaître ta fille comme mienne et me permettre de t'appeler ma femme me demande-t-il en sortant une bague. Dis non, ne meurs pas. Attendez, dit James en se penchant un peu sur Tilly. Elle s'est juste évanouie. Si j'avais su que vous alliez faire ça, je vous aurais demandé d'attendre qu'elle sorte de l'hôpital. Pourquoi? Je pense qu'elle a eu trop d'émotions d'un coup. Avec un peu de chance, elle ne se rappellera pas trop. Tenter de refaire ça dans un autre endroit que l'hôpital? Déjà que la déclaration d'amour s'est faite en prison, dit-il avec un clin d'œil. Bon, je vais y aller. Je vous laisse prendre soin d'elle. Pas trop d'émotions. Une fois que James est rentré au cabinet. Alors, comment va ma cliente? Demande Agathe. Tu préfères la mauvaise nouvelle ou la bonne? D'abord la mauvaise. Elle a un calcul rénal. Et une fille. Oh, elle voulait un enfant au moins? À la base, oui. Mais avec la mort de son ex-époux. Après, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'Olivier va la redemander en mariage. Il l'a demandé en mariage à l'hôpital? Oui, mais elle s'est évanouie, dit-il en pouffant un peu. Tu m'étonnes, dit Alexander en raccompagnant une cliente. Bonne journée, Madame Dupont. Je crois que cela aura été le cas le plus incroyable que j'aurais eu, dit Agathe. Au fait, Alexander,
Apparemment, tu ne lui as pas fait trop mal. Elle a même dit que tu es doué. Elle est vraiment trop gentille, réplique-t-il en rougissant. Bon, au déjeuner, les gars? Demande Claire en passant la porte de son cabinet. Au fait, j'ai entendu. Sacré cas, oui. Quand je rentre du déjeuner, il faut absolument que j'avertisse le notaire, alors s'exclame May. Agathe fronce les sourcils car elle ne comprend pas. C'est l'enfant à venir qui va devoir hériter maintenant, et non les parents. Ah, je comprends. Quelques jours plus tard, alors que je suis encore à l'hôpital, May vient me voir. Je la vois regarder Olivier, et celui-ci fait un mouvement de dénégation, et elle esquisse un sourire. Tilly, je vais parler héritage. Veux-tu qu'Olivier reste? Si tu préfères que je parte, commence-t-il en ne lâchant pas ma main pour autant. Reste, je lui souris. Comme tu es un enfant de Robert, c'est lui qui va devoir hériter. Il va falloir revoir le notaire dans le courant de la semaine prochaine. Au besoin, je viendrai te chercher à l'hôpital. Une fois May partie. Olivier, tu as fait nom à May. Pourquoi? Ah bon? Je l'ai vu sourire. Ah, et alors? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Non, me dit-il en m'embrassant. May eut effectivement à venir me chercher en fin de semaine et m'amener dans une chaise roulante avec transfusion. Le notaire relut les biens et indiqua que dorénavant, les parents ne pouvaient plus prétendre à rien, que l'ensemble revenait à son enfant à naître et qui serait placé dans des comptes. La semaine suivante, je sortis de l'hôpital. May, Paul et Olivier m'accueillirent à la sortie. Bonjour Tilly, fit Paul bougon. Bonjour dit May, pendant qu'Olivier se contentait de me sourire. Bonjour. Tu es toujours sur le coup de la justice, commença Paul. Mais tu ne retournes pas en prison, tu es assigné à résidence et tu peux reprendre ton travail. Tu as d'ailleurs rendez-vous avec la médecin du travail, me dit May en me tendant une enveloppe. Olivier me raccompagna chez moi et finalement resta avec moi toute la semaine, d'autant que je retournais au travail. Quelques semaines plus tard, je reçus une convocation pour mon procès. Le lendemain, May m'appela. Bonjour Tilly, ça va? Ouais. J'ai mon procès qui va se tenir dans environ 4 semaines et je suis en congé maternité peu de temps après. Je vois que tu as bien reçu ta lettre. Je voulais justement te prévenir que je viendrai te chercher le matin avec des policiers. Paul a insisté. Je viendrai vers 11h30 et on déjeunera ensemble pas loin du palais de justice puisque la convocation est à 14h30. Super, dis-je sans grande conviction. Le matin de mon procès, Olivier se prépare aussi et va retrouver son avocat pendant que je vais avec mon avocate. Pendant le déjeuner, May m'expliqua. Il y aura une chaise pour toi dans la salle. Normalement, lorsque le jury, le président assesseur et jury par la suite arrivent, on doit se lever. Tu en seras dispensé. De la même manière, normalement, on parle à la barre, debout. Mais du coup, je te prêterai mon micro et tu resteras sur ta chaise. Je me levai de table. Tout de suite, Paul m'attrapa le bras. Il avait peur que je m'enfuie ou quoi? On se présenta à l'entrée, à laquelle May présenta sa carte d'avocate et indiqua. C'est ma cliente. Pouvez-vous la faire passer? Bien sûr. Paul me lâcha le bras un instant derrière moi. Je suivis May dans un dédale de couloir, toujours Paul accroché à mon bras. Devant la porte de la salle se trouvait un poste de sécurité entre deux murs, comme dans un aéroport. Comme je passais, je bipais. Tout de suite, Paul me prit les deux poignets et les remonta dans mon dos. Aïe! Qu'est-ce que tu as caché? Rien, lâche-moi, tu me fais mal. Pour que tu t'enfuis. Tilly, est-ce que tu as mis une ceinture? Oui. Paul, lâche-la, dit sèchement May. Tu veux bien la retirer et repasser? Me demanda plus doucement May. Je m'exécutai, et cela ne bipa pas. Je rentrai dans la salle. Des gens étaient déjà présents sur les 4 bancs que je voyais devant moi. Ceux-ci étaient séparés par une allée centrale d'une autre série de 3 bancs. Je passai derrière le banc et allai vers l'allée centrale. À ma gauche, je vis un escalier menant à une mezzanine, et sur laquelle se trouvaient 2 rangées de 3 bancs, toujours séparés par l'allée centrale. J'apercevais une sortie de secours au bout. Le bois, assez rouge, présent dans la salle me faisait penser à de l'acajou. Au plafond, très blanc, pendait un lustre qui éclairait toute la pièce. C'est quoi cette cellule en verre?
demanda Jamaï. C'est là que vont les accusés, lorsqu'ils ont été incarcérés. Viens, me dit-elle en me prenant par la main. C'est la chaise dont je te parlais. Je te prêterai ce micro si tu as besoin de parler, comme je te le disais. Tu n'auras pas besoin d'aller à la barre. Qui sont tous ces gens qui sont déjà là? Ils ont été tirés au sort. Il va y avoir un dernier tirage pour savoir qui sera juré. Ils resteront derrière moi? Je me sentais mal à l'aise à cette idée. Non. Ils iront s'asseoir ici, 3 de chaque côté. Au milieu, il y a Camille, Yel, présidente d'eux, et de part et d'autre ses assesseurs. Mais il peut y avoir du public derrière toi. Et là, qui s'assoit? L'avocate générale. Pour compléter le tableau, là-bas, en face de l'avocate, c'est l'huissier. Et le ou la présidente dirige le processus. Tu verras qu'elle se tournera souvent vers l'avocate générale pour approbation, qui est aussi garante de la loi et des intérêts de l'État. Les assesseurs aident Yel présidente, eux. Ils peuvent notamment répondre aux questions des jurés qui ne connaissent généralement pas la loi. C'est des gens qui ne connaissent pas la loi qui vont me juger. Il est vrai que je m'étais penchée sur les lois concernant le travail, mais pas sur celle-là. Et je n'ai pas pensé à le faire. Ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est le processus habituel. L'huissier gère toutes les pièces du dossier. Où est passé Paul? Me demandai-je brusquement. Il est à l'arrière de la salle. Au fait, Camille est au courant que tu es enceinte, afin de faire plus de pauses. Mais si elle oublie et que tu as besoin d'aller aux toilettes, dis-le-moi, je demanderai une suspension de séance. Ok. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Camille, Yel, présidente. Yel a une forte personnalité et tient à se faire appeler par son prénom et se définit comme non-binaire. D'ailleurs, il y a souvent un espèce de concours à celui qui fera la bourde en premier dans les avocats. Lorsque j'entendis la cour, je ne me sentis pas la force de me lever. Bonjour à tous, bonjour. Vous êtes bien Tita? Oui. Vous êtes égyptienne? Avez-vous besoin d'un interprète? Non. En préambule, je vous informe de votre droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de vous taire. Pour rappel, le chef d'accusation est le meurtre d'Anat Dubois, anciennement femme d'Olivier Dubois. Pouvez-vous me décliner votre identité, le prénom et nom de vos parents? Je m'appelle Tita. Mon père s'appelle Nefer Taha et ma mère Izet Taha. Camille appela l'ensemble des jurés présents dans la salle et chacun d'eux répondit présent à l'appel de son prénom et nom, tandis que Camille mettait leur prénom dans une boîte. Je vais tirer au sort 6 jurés et, au vu de la durée du procès, je propose 2 suppléants. Est-ce que cela vous convient, madame l'avocate générale? Oui, Camille appela alors les numéros, prénoms et noms qu'elle tira dans la boîte. Je vis un sourire voltiger sur les lèvres de mon avocate. Appel du nom Benoît de Ferrers. L'homme brun et mûr, bien habillé, tenant une serviette passa, et je vis un regard un peu étonné sur le visage de l'avocate générale. Par contre, lorsqu'une certaine Mia Klein passa devant nous, ses cheveux châtains tirés en un chignon, les lèvres pincées, la tête légèrement relevée, le col de sa robe noire moulait sa gorge et descendait juste au-dessus de ses genoux. Lorsqu'elle fut dos à moi, je m'aperçus que c'était une robe tenue. J'entendis alors mon avocate la récuser. Une femme, avec des fortes généreuses, rousse, Cynthia Santos, était habillée d'une tunique à manches tombantes qui découvrait ses épaules. Sa tunique fluide, verte menthe, tombait sur un pantalon fluide vert d'eau. Un châle violet était passé nonchalamment autour de son cou. Lorsqu'elle fut de dos, je vis son chignon lâche où se trouvait un crayon. Je la trouvai très bohème. Un homme imberbe, blond, du nom de Eilif Nielsen, passa. Il était simplement vêtu d'un jean et d'un haut bleu en col V, s'arrêtant à mi-biceps, ce qui moulait ses muscles. Un certain Thibaut O'Neill, roux aux yeux verts, passa. Un tatouage sur son bras musclé dépassait de son t-shirt vert aux manches courtes. Un piercing à son arcade sourcilière gauche. L'avant-dernière, Moira Richie Diaz, avait des cheveux auburn détachés, habillée d'un jogging et d'un débardeur orange, à col V, et d'un gilet noir attaché aux hanches. Un sac à dos complétait sa tenue, tout comme les 2 garçons. Quant à Ania Zelenskaya,
Elle avait un sac noir en bandoulière, passé par-dessus, un bustier noir à bretelles centrales, dévoilant entièrement les épaules et s'arrêtant à la taille. Un pantalon noir, taille haute, laissait voir un peu son ventre et moulait ses jambes. Le premier suppliant fut un homme, Guillaume, d'un certain âge, avec les cheveux poivre et sel, bien habillé comme le premier tiré au sort. Le deuxième suppléant, Mitsuki Liu, était une fille avec des cheveux blancs, lui tombant sous les épaules. Pourtant, elle avait l'air jeune. Son kimono rouge, ouvert, laissait voir ses vêtements simples et noirs, qui mettaient en valeur sa peau très blanche. Je me demandais vaguement si elle n'était pas albinos. Au vu de l'heure, la séance est suspendue et reprendra à 14 heures, et lorsque nous reprendrons, l'expert Diane interviendra. Je profitai de la pause, puis revins sur la chaise avant que May ne soit revenue. La cour. Je ne me levais toujours pas. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom et profession? Je m'appelle Diane Dupuis, je suis psychiatre. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Oui. Pouvez-vous expliquer la vie de l'accusé? De son propre point de vue, c'était une nuit simple et sans histoire. Elle est née en Égypte et y a passé ses premières années de vie. Elle est arrivée en France avec ses parents à la suite d'une mutation de sa mère et est entrée en primaire. Elle m'a dit avoir toujours suivi les règles et effectivement, son casier judiciaire est vierge. Elle m'a dit avoir été plutôt appréciée. Elle se décrit plutôt comme optimiste, joyeuse. Cela a été confirmé par ses amies qu'elle a gardées du collège, qui la considèrent comme lumineuse. Elle a rencontré Robert au collège et sont sortis ensemble à l'époque. Ils se sont séparés car ils sont partis dans différentes voies scolaires. Elle a d'ailleurs étudié pendant un temps au Canada. Elle y a rencontré Olivier Dubois. C'est après qu'elle est rentrée à Sany qu'elle a revu Robert et qu'ils se sont remis ensemble. Quand elle a fait une reconversion professionnelle et elle est rentrée à Chromatoria, elle a retrouvé Olivier. Celui-ci sortait alors avec Anat et elle l'a rencontré. Il s'avérait qu'elles s'étaient déjà rencontrées lorsqu'elles étaient encore en Égypte, mais s'en souvenaient assez peu à cause de leur jeune âge. Elles sont devenues très amies. Tia était souvent invitée par Olivier et Anat chez eux. Ils ont rencontré Robert Barreto. Je demande la parole. La parole est accordée à Sanjay Das. Madame l'experte, au vu de ce que vous nous avez dit, pouvez-vous nous dire si Madame Tiita avait un profil de tueuse? Au vu de ce qu'elle m'a dit, non, je ne le pense pas. Pensez-vous qu'elle aurait pu vous mentir? Lorsque je suis venue la voir, j'ai été accompagnée par son avocate. Elle lui a expliqué à quoi servait cette session. Vous êtes en train de nous dire que son avocate a assisté à la session? Pas exactement. Vous avez pourtant indiqué qu'elle vous a accompagné. Oui, accompagné. Mais laissez-moi finir cette fois. Elle lui a expliqué, mais est ensuite partie pour nous laisser seuls pour la session. Êtes-vous sûr qu'elle n'a rien fait d'illégal? Un vol à l'étalage, par exemple, lorsqu'elle était plus jeune. Elle ne m'en a pas parlé. C'est plutôt un policier qu'il faudrait demander son dossier. D'après ce qu'elle vous a dit, vous pensez qu'elle serait capable de passer à l'acte? Ce n'est pas à moi de juger cela. Madame la présidente, demanda Sanjay. S'il vous plaît, madame l'experte, faites-nous part de votre avis, dit Camille après un froncement de sourcils appuyé à Sanjay. Je ne pense pas que cette fille ait un profil de tueuse. Et n'aurait-elle pas pu tuer sous le coup de la colère? Je ne saurais pas vous répondre. Est-ce qu'elle joue aux jeux vidéo? Oui, elle en a fait mention. Dans la plupart des jeux vidéo, on tue des gens. Cela aurait pu la rendre violente, et elle aurait pu tuer cette pauvre Anat. Je pourrais vous dire que je n'ai pas entendu parler d'études sérieuses prouvant ce que vous dites. Après, ce n'est pas tout à fait mon domaine. Je tiens à préciser qu'elle apprécie les licences de Tomb Raider, surtout pour le côté énigme et exploration. Age of Mythology, le seul qui collerait à votre hypothèse. The Tycoon, qui est de la gestion de parc, et Alexandra Ederman, dans lesquels on s'occupe de chevaux. Pensez-vous que ces jeux violents l'auraient poussé à tuer? Avez-vous d'autres questions à poser, maître Das? Non. Olivier et moi, nous nous réveillions pour notre deuxième jour de procès. Peu après m'être levé, je ressentais dans le bas-ventre une vive douleur, mais courte. J'inspirais profondément par le nez, puis continuai à m'habiller.
Je rejoignis Olivier pour finir de mettre la table et prendre mon petit déjeuner avec lui. Alors que nous rangions, j'eus de nouveau une vive et très brève douleur. Je sentis la main d'Olivier dans mon dos. Ça va? Oui, oui. La sonnette retentit. Comme j'étais la plus près de la porte, j'ouvris. Bonjour, où est Olivier? Me demanda Sanjay assez sèchement. J'arrive, dit la voix d'Olivier un peu plus loin dans l'appartement. Il arriva effectivement, mit ses chaussures, et après m'avoir embrassé, partit avec son avocat, Sanjay. J'eus alors de nouveau une douleur forte dans le bas-ventre. Alors que j'avais fini de mettre mes chaussures et pris mon sac, May arriva avec Paul et Agathe. Sur le chemin dans les transports, j'eus de nouveau une douleur. Je vis le regard de May, un peu surpris, comme j'inspirais profondément, et Agathe continuait de pianoter sur son téléphone. Devant le palais de justice, Agathe partit de son côté pour aller dans la partie publique de la salle, et May me fit passer avec elle. Bonjour, maître Das, je suis Agathe. Je sais qui vous êtes, et je crois que vous travaillez pour la partie adverse. Je ne peux pas le nier. J'aurais juste une question pour Olivier. Bon, j'aurais préféré être seule. Je suis en droit d'entendre votre question. Je suis son avocat. Certes, cela reste assez intime. Olivier, est-ce que tu as vu si Tilly a eu une ou plusieurs douleurs ce matin? Elle a eu mal à un moment, mais elle m'a dit que ça allait. Après, je n'étais pas tout le temps dans la même pièce. D'accord, merci beaucoup. Comme je m'asseyais à la place qui m'était attribuée, j'eus de nouveau une douleur. On avait une demi-heure d'avance, comme demandé par Camille. Salut Alexander, comment ça va? Demanda Agathe au même moment où Anna arrivait dans la salle. Ça va et toi? Je vais bien. Je t'ai demandé de venir car je crois que Tilly ne va pas bien. Je crois bien qu'elle a eu mal sur le trajet. Olivier m'a dit qu'elle a eu une douleur ce matin. Et je pense qu'elle a encore eu mal quand elle s'est assise dans la salle. Est-ce que tu sais combien de temps s'est écoulé? Environ 30 minutes, je crois, je dirais entre les deux que j'ai vus. Je comprends pas. Ok. Comme l'ami égyptien d'enfance d'Anat était appelé à la barre, je ressentis encore une douleur. Bonjour, pouvez-vous nous donner votre nom, prénom et profession? Je m'appelle Ménez Saïd, je suis égyptien et un ami d'enfance d'Anat. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Oui. Pouvez-vous nous expliquer comment avez-vous rencontré la plaignante et sa vie? Oui. Je l'ai rencontrée jeune, lors de ma première année d'école. Nous allions dans la même école, jusqu'à ce qu'elle déménage en France pour ses études supérieures. Ah! Encore une douleur. Je surpris le regard de May qui regardait Tilly. Mon avocat me souffla à l'oreille. Arrêtez de la regarder. Elle était optimiste, très gentille, toujours à aider. Elle avait d'autres amis dans l'école, autant dans notre classe que dans d'autres promotions. Elle était aussi appréciée du corps enseignant. Là où elle habitait, j'ai rencontré 2 filles et 2 garçons avec lesquels elle était amie, bien qu'ils ne soient pas tout à fait de son âge. Vous avez fini? Demanda Camille comme il s'arrêtait. Je tâchais de respirer profondément par le nez, comme je sentais une autre douleur arriver. Oui, je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Je demande la parole. La parole est accordée à Maître Das. Vous avez dit avoir rencontré des amis là où Anat habitait. Avez-vous rencontré ses parents? Oui. Qu'a entendis-je May commencer? Est-ce qu'elle s'entendait bien avec ses parents? Oui, d'après ce qu'elle m'en a dit. Après, c'est comme avec tout le monde, il y a des hauts et des bas. Camille, mince, elle regarde Olivier qui s'agite. Il a dû s'apercevoir que Tilly ne va pas bien et elle ne m'a pas entendu. Bien sûr, savez-vous si elle avait d'autres parents, des grands-parents, oncles, tantes? Son grand-père paternel est mort avant sa naissance. Elle était en primaire lorsqu'elle a perdu sa grand-mère maternelle. Elle est revenue de France et j'étais invitée lorsque sa grand-mère paternelle est morte. J'ai rencontré Olivier lorsque son grand-père maternel est mort. Elle était alors déjà en couple. Lorsqu'elle est partie en France pour ses études supérieures, elle a été hébergée chez la sœur de sa mère. Et lorsqu'elle a fait un échange aux États-Unis, elle était hébergée chez le frère de son père. Au vu de votre réponse, vous avez gardé contact avec elle lorsqu'elle était en France. Oui, je pense qu'on s'appelait environ une fois par mois.
J'ai été invitée à son mariage aussi. Excusez, Maître Lynn, j'ai la parole. Vous rappelez-vous avoir vu l'accusé au mariage d'Anat? Entre 5 et 10 minutes. Agathe, tu veux bien appeler les pompiers? D'accord. Présidente Camille, voulez-vous bien suspendre le procès? J'entendis. Je reconnus la voix profonde d'Alexander. Monsieur, vous êtes dans le public, se remit rapidement Sanjay Das. Vous n'avez pas à interrompre. Comment vous a-t-elle été présentée? Comment vous a-t-elle paru? Anat me l'a présentée comme une concitoyenne, Tilly est d'origine égyptienne, et une amie proche. Le petit ami de Tilly était là aussi. Elle m'a paru belle, comme tout le monde d'ailleurs, à ce genre d'événement. J'ai un peu parlé avec elle, elle m'avait l'air gentille. Je me permets d'interrompre car je suis médecin et Tilly est en souffrance, et je pense qu'elle va accoucher. Présidente Camille, je vous conjure de suspendre l'audience s'il vous plaît. Les pompiers ont été appelés. Burke, elle s'est fait dessus, s'exclama quelqu'un derrière moi. Alexander et Olivier furent auprès de moi. Tu as perdu les os. Les pompiers ne devraient plus tarder. Continue de respirer profondément, me dit Alexander. Laissez-moi, dit Olivia Sanjay qui voulait l'écarter de moi, avant de se mettre à me caresser les cheveux. L'audience est suspendue jusqu'à nouvel ordre, messieurs les policiers. Je vous demanderai de faire évacuer la salle rapidement. Messieurs les jurés, passez par cette porte, s'il vous plaît, dit Camille. Je n'ai pas fini mes questions, dit Sanjay. J'en prends note. De toute façon, Maître Lynn n'a pas posé ces questions. Lorsque les pompiers furent là avec le brancard, Alexander me plaça immédiatement dessus. Je fus transporté dans le camion, et Olivier monta avec moi et prit ma main pendant que le pompier me dictait le rythme de mes respirations. Bientôt, je vis des lumières défiler devant mes yeux. J'arrivai dans une salle, on me déshabillait pour me mettre en tenue d'hôpital. J'arrivai en salle d'accouchement. Je me sentais un peu étourdi. Elle est à combien? Elle a perdu les os, répondit Olivier. Je ne sens plus le col. Ok, poussez, lâcha la sage-femme. Vous n'avez pas poussé. Inspirez. Poussez, encore, encore, encore. Soufflez. Bon, c'est déjà ça. Inspirez. Poussez. Ah! Je criais. Madame, il faut que vous poussiez. Allez. Inspirez. Poussez fort. Vous ne savez pas pousser. Vous avez fait des séances de préparation? S'énerva-t-elle. Elle n'en a pas le temps avec le procès, s'énerva un peu Olivier. On recommence. Inspirez. Poussez. Encore, encore, encore. Soufflez. Il faudra que vous poussiez plus longtemps, madame. Je sentais que j'avais moins de force. Inspirez. Poussez. Allez, 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 allez. Soufflez. Ah, c'est bien. Inspirez. Poussez. Encore, encore, encore. Je sens sa tête. On tente de faire passer la prochaine contraction. Je sentais un regain d'énergie. Inspirez. Poussez fort. Stop, stop. Elle arrive. Je pousse quoi, me dis-je dans la tête. La prochaine, poussez longtemps. On fait passer les épaules. Allez. Inspirez. Poussez, poussez, poussez. La voilà. La petite fut placée sur ma poitrine. Lysiria, dis-je faiblement, dis-je en posant mes doigts sur elle, de peur de lui faire mal. Vous voulez couper le cordon, monsieur? Oui. Ma petite resta contre moi, le temps qu'on me ramène dans ma chambre. Olivier fit alors son poids avec elle, puis je la mettais contre mon sein. J'entendis quelques pleurs qui s'arrêtèrent. Bien plus tard, il me semblait, j'entendis de nouveau des pleurs. Une main sur mon front me caressait. Darling, chérie, réveille-toi. Oui, dis-je faiblement, encore endormi. Lysiria a faim. Oui, dis-je faiblement, encore endormi. Lysiria a faim. Cela me réveillait. Olivier m'aida à m'asseoir et je pris ma fille sur moi qui se mit à téter. Je me suis endormie longtemps, un peu plus de 3 heures. Il devait être 17h30. Ta fille est née à 13h. Il devait être un peu avant 14h15 quand tu as fini de l'allaiter. Tu t'es endormie après. C'est que tu seras une gourmande vu ton heure de naissance, toi, collège. Eh, mais comme je suis venue du palais, je n'ai pas ma valise, m'exclamai-je. Ne t'inquiète pas,
J'ai envoyé un texto à ta mère quand on est monté dans le camion. Elle est passée pendant que tu dormais. Je lui ai présenté ta fille, du coup. Au fait, ça te va si ma mère vient demain avec ma fille, Aya? Pas de souci, dis-je avec un sourire. Le troisième jour, un homme arriva dans ma chambre. Bonjour, Madame Taha. D'après les résultats de vos examens, vous pourriez rentrer chez vous. Mais on m'a demandé de vérifier afin de savoir quand vous serez apte à reprendre le procès. Bien, reprit-il après l'auscultation. Vous me paraissez effectivement apte à rentrer chez vous. Par contre, je pense qu'il est un peu tôt pour que vous repreniez le procès. Vous êtes trop fatigué, ce qui est normal. En plus, votre fille va bien, mais elle a besoin de quelqu'un. Avez-vous une personne de confiance à qui la confier? Ma mère ou ma belle-mère, dis-je. Je vais vous prescrire une semaine d'arrêt maladie pour que vous vous reposiez. Vous reviendrez me voir. Dès le lendemain, May m'appela. Bonjour Tilly, ça va? Fatiguée. C'est compréhensible. Je t'appelais pour te dire que le procès pourra reprendre dès la fin de ton arrêt. Camille m'a indiqué qu'elle ferait une pause de 2 heures le midi pour que tu puisses voir ta fille. Le lendemain, il y aura la plaidoirie de mon confrère et la mienne. Ensuite, l'avocate générale indiquera les chefs d'accusation et Olivier et toi pourrez dire vos derniers mots. Pendant que les jurés délibéreront, tu pourras aller avec Olivier et Agathe dans un bar du quartier pour que tu puisses être avec ta fille. Je viendrai vous chercher pour le résultat. Lorsque je revis le docteur, il ne vit aucune objection à la reprise du procès. Bonjour. Comme vous le savez, l'accusé a accouché d'un enfant, en parfaite santé d'ailleurs, raison pour laquelle le procès a été suspendu. Je vous remercie d'être revenu. C'est monsieur Saïd qui est à la barre, car maître Das n'avait pas fini de poser ses questions. Êtes-vous le seul ami d'enfance à avoir continué à avoir un contact avec Anat? Les 4 amis qui habitaient pas loin étaient là aussi. Et une amie du primaire. Est-ce qu'Anat s'est confiée auprès de vous à propos de difficultés auprès de son conjoint? Non. Elle m'a envoyé un faire-part lors de la naissance de sa fille. Est-ce qu'elle a échangé des propos avec vous concernant Tilly? Peut-être, mais je n'en ai pas le souvenir. Maître Lynn, avez-vous des questions? Oui. Avez-vous rencontré Tilly en dehors du mariage? Non. Enfin si, un peu avant, pour l'enterrement de vie de jeune fille d'Anat qui a été un moment mémorable. Et non, aucune animosité entre les deux filles. Au contraire. Merci, c'est tout. Le procès continue avec Alice Duval. Je suis commerciale à Sanofi. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Oui. Pourriez-vous nous dire comment vous avez rencontré Anat et comment était sa vie en France? J'ai rencontré Anat sur les bancs de l'école. Nous suivions les mêmes cours. Je suis tout à fait d'accord avec la description que Ménès a fait d'elle. J'avais l'impression qu'elle a mené le soleil d'Égypte avec elle. On avait une vie habituelle pour des étudiantes. On étudiait, parfois avec d'autres étudiants, souvent ensemble. Bien sûr, cela nous arrivait de sortir le soir avec d'autres. On participait aux soirées étudiantes proposées par l'université. Effectivement, elle est partie aux États-Unis pendant l'année d'échange, et nous avions gardé contact après nos études. Elle a rencontré Olivier, tout comme Ménès. J'ai été invitée au mariage, et j'ai eu le faire-part concernant Aya. Par contre, je ne savais pas concernant la mort de la grand-mère. Avez-vous des questions, maître Das? Oui. Anat, vous avait-elle parlé de Tilly? Oui. Et c'est-à-dire? Anat vous a dit quoi à propos de Tilly? Le procès continue avec Alice Duval. Je suis commerciale à Sanofi. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Oui. Pourriez-vous nous dire comment vous avez rencontré Anat et comment était sa vie en France? J'ai rencontré Anat sur les bancs de l'école. Nous suivions les mêmes cours. Je suis tout à fait d'accord avec la description que Ménès a fait d'elle. J'avais l'impression qu'elle a mené le soleil d'Égypte avec elle. On avait une vie habituelle pour des étudiantes. On étudiait, parfois avec d'autres étudiants, souvent ensemble. Bien sûr, cela nous arrivait de sortir le soir avec d'autres. On participait aux soirées étudiantes proposées par l'université. Effectivement, elle est partie aux États-Unis pendant l'année d'échange, et nous avions gardé contact après nos études. Elle a rencontré Olivier, tout comme Ménès. J'ai été invitée au mariage,
et j'ai eu le faire-part concernant Aya. Par contre, je ne savais pas concernant la mort de la grand-mère. Avez-vous des questions, maître Das? Oui. Anat vous avait-elle parlé de Tilly? Oui. Et c'est-à-dire? Anat vous dit quoi à propos de Tilly? Elle a parlé d'elle en tant qu'amie? Après, je ne me souviens pas des détails. Lui avez-vous parlé au mariage? Comment était-elle? Elle était bien. Tout le monde était resplendissant. J'ai dû lui parler, mais je ne me souviens pas ce dont on a parlé. Est-ce qu'Anat s'est confiée auprès de vous à propos de difficultés avec son conjoint? Non. Elle m'a envoyé un faire-part lors de la naissance de sa fille Aya, à moi aussi. Êtes-vous d'accord avec Ménez pour l'enterrement de vie de jeune fille? Oui, c'était génial. Maître Lynn? Maître Das ayant posé la question, je n'en ai plus, dis-je avec un sourire. L'inspecteur chargé de l'enquête est appelé à la barre. Paul Morel prit place. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom et profession? Je m'appelle Paul Morel. Je suis inspecteur de police. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Oui. Pourriez-vous nous décrire la scène de crime et les différents éléments trouvés? Nous avons trouvé une jeune femme, morte, dans la rue d'Aguerry, avec un couteau présent à côté d'elle. Elle a été identifiée par son mari Olivier Dubois comme étant Anat Dubois, née Famille. Le couteau présent à côté de la défunte comportait des empreintes qui se sont révélées être celles de Tilly Taha, une amie d'Anat et collègue d'Olivier. Une perquisition chez celle-ci a permis de trouver le téléphone qui avait envoyé le texto retrouvé sur le téléphone de la défunte. En remontant à la piste du téléphone présent chez Tilly, qui, soit dit en passant, n'avait aucune empreinte, nous avons déterminé qu'il avait été acheté par une personne ayant le nom de Tilly Taha, mais ne lui ressemblant pas du tout. La personne s'est donc fait passer pour Tilly Taha chez un buraliste, tenu par Martin Bernard, sur le quai Saint-Bernard. La preuve du couteau est sans appel, mais la preuve du téléphone nous laisse un peu plus perplexes, car le téléphone a été retrouvé chez l'accusé, sans empreinte. Pourquoi les effacer pour après le laisser chez elle? Certes, le comportement des gens après un meurtre peut être assez improbable. Merci. Je demande la parole. Très bien, maître Das. Vous dites qu'il n'y avait pas d'empreinte sur le téléphone et que Tilly les aurait effacées. Mais aurait-elle pu s'en servir avec des gants? Oui, éventuellement. Il y a des gants qui permettent d'utiliser des téléphones. Nous n'avons pas pensé à cette éventualité, et nous n'avons pas cherché chez Madame Taha. Madame Taha, pourriez-vous répondre à la question? Oui, dis-je après un regard à mon avocate qui me tend déjà le micro. Et non. C'est oui ou non, s'exclama Sanjay. Oui, je peux répondre, et non, je n'ai pas de tels gants. Et pourrait-on faire une pause? Mais je n'ai pas fini. Sanjay, elle demande juste à faire une pause. 3 quarts d'heure serait suffisant, madame? Oui, merci. Mais pourquoi autant? Pour allaiter, notamment, répondis-je. Je comprends, répondit Camille avec un sourire. Vous reprendrez vos questions après, maître Das. La session est levée. Bien, la session peut reprendre. Maître Das, la parole est à vous. Le téléphone, pièce à conviction numéro 2, a-t-il bien été retrouvé dans l'appartement de Madame Taha? Oui, mais la personne ayant acheté le téléphone portable s'est bien présentée sous l'identité de Tilly Taha, demanda Sanjay, coupant le policier. Oui, mais le texto a-t-il bien été envoyé par ce même téléphone, acheté par une dénommée Madame Taha et retrouvé dans son appartement? Oui, mais les empreintes de Madame Taha ont-elles bien été trouvées sur le couteau, pièce à conviction numéro 1? Oui, mais ce couteau ayant les empreintes de Madame Taha a-t-il bien été retrouvé près du corps de Madame Dubois? Oui. Le policier ayant répondu par oui à toutes mes questions, je peux donc conclure que l'accusé est coupable du meurtre de Madame Dubois, dit Sanjay en se rasseyant. Je demande la parole, dit Maylin. La parole est accordée à Maître Lin. Je suis consciente que M. Morel a répondu par l'affirmative aux questions de mon confrère Das, mais j'aimerais tout de même vous interpeller sur certains points. Le téléphone, pièce à conviction numéro 2, retrouvé dans l'appartement de ma cliente, détenait-il les empreintes de ma cliente? Non, le téléphone n'avait aucune empreinte, répondit Paul. Je demande la parole, dit Sanjay en se levant. La parole est accordée à Sanjay Das. Je rappelle que Madame Ta a pu effacer ses empreintes, ou celles de sa complice l'ayant achetées à sa place, et en espérant qu'aucun gant n'a été utilisé si Tilly dit vrai. Et comme le policier Morel l'a dit, le comportement après un meurtre peut être assez improbable.
Maître, je comprends que vous essayez ainsi de protéger votre client, mais je vous prie de considérer que les gens ne mentent pas et de ne pas remettre en question leurs réponses. Ils ont juré, pour rappel. Mon cher confrère, pourriez-vous m'expliquer l'intérêt de ma cliente à effacer ses empreintes digitales pour garder le téléphone chez elle? Peut-être que Tilly a tué Anad et, sans voulant, a finalement laissé une preuve permettant de l'arrêter. Très bien. Dans ce cas, pourquoi ma cliente ne cesse de dire qu'elle est innocente? Qui a envie d'aller en prison? Certes, j'en suis consciente, mais dans ce cas, il me semble que monsieur Morel a indiqué la personne qui a acheté le téléphone est Linda, compléta Paul. Merci, monsieur Morel. Dans ce cas, maître Das, pourquoi ne pas avoir donné le nom de sa complice, Nélinda, histoire de ne pas les seuls en prison? Tout le monde ne dénonce pas. J'aimerais vous poser une dernière question, monsieur Morel. Concernant le couteau, pièce à conviction numéro 1, où se trouvait l'empreinte de l'index? Dit Paul en fronçant les sourcils et en se mettant à chercher dans ses notes. Je lis. L'empreinte de ce doigt n'a d'abord pas été trouvée. Nous avons finalement trouvé l'empreinte sur le dessous du manche, juste au-dessus de la lame du couteau. Nous avons pensé à chercher à cet endroit après que certains d'entre nous aient mangé un steak à midi. Pendant l'explication de Paul, je m'étais placé de l'autre côté du bureau. Merci, Paul, dis-je d'une voix forte, n'ayant plus de micro. Les deux positions les plus courantes, reprends-moi Paul si je me trompe, sont au niveau de la hanche. Je pris un couteau imaginaire et le plantai dans un corps tout aussi imaginaire. J'aurais donc touché l'un des intestins. Exact. Et l'empreinte de l'index n'aurait pas pu être là où vous l'avez trouvée, car sur la face gauche du manche, dis-je en levant la main. C'est exact, dit Paul. La blessure a-t-elle été retrouvée au niveau de l'intestin? Non. Très bien. L'autre méthode aurait été d'avoir le couteau à peu près au niveau de ma poitrine et le planter comme ça, dis-je en me tournant de manière théâtrale vers la salle, en profondant l'air comme si je l'enfonçais dans un corps, montrant ainsi la position à tout le monde. Je dirais que j'aurais touché le poumon ou près du cœur. Est-ce que la position de l'empreinte de l'index correspondrait à celle retrouvée sur le couteau, car sur la face gauche du manche? Non, répéta Paul. La blessure a-t-elle été retrouvée au niveau du poumon ou du cœur? Au poumon. La position de l'empreinte de l'index ne correspond donc pas à la blessure infligée à la victime. Je demande la parole. La parole est accordée à Maître Das. May vous a demandé de la reprendre s'il disait une ineptie. Vous ne l'avez pas repris. Il n'y a donc aucune manière d'utiliser un couteau qui aurait permis d'avoir de telles empreintes? Les deux positions qu'elle a expliquées sont correctes, et je ne me souviens pas d'avoir vu d'autre manière. Bien sûr, selon la taille des deux personnes, la partie touchée peut être un peu différente des organes décrits par Maître Lin. Cependant, puisque Tilly et Anna sont à peu près de la même taille, cela concorde. Par contre, la position des empreintes sur le couteau ne concorde pas avec la position de prise en main du couteau, et les experts n'ont noté aucune entaille vers le bas, car ils ont estimé que si l'index était positionné au-dessus de la lame, comme le prouve l'empreinte, il y aurait de fortes chances que le couteau descende vers le bas à cause de la force appliquée par l'index. Or, l'entaille est bien droite. Avez-vous encore des questions à poser à Paul Morel? Non, je répondis. Non, répondit Sanjay. Bien, je déclare la suspension de la session. Nous pourrons reprendre demain matin. Bonne nuit tout le monde. La cour. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette dernière journée. Le témoin suivant est appelé à la barre. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom et profession? Je m'appelle Martin Bernard, je suis buraliste. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Oui. Très bien. Pouvez-vous nous indiquer ce qui s'est passé dans votre établissement fin janvier, début février? Oui. Dans mon établissement, les gens peuvent m'acheter des journaux, prendre un café. Je vends aussi quelques bonbons, des téléphones prépayés. Ils peuvent aussi recharger leur téléphone ainsi que leur compte nickel s'ils en ont ouvert un. À la date demandée, concernant cette enquête, une dame, qui m'a dit se nommer Tilly, s'est présentée et m'a demandé de lui vendre une carte SIM prépayée. Très bien. Avez-vous des questions à lui poser? Dit Camille après un silence. Oui, dis-je en me levant. Serait-il possible de faire passer à l'écran la pièce à conviction numéro 20 que je vous ai transférée? Bien sûr, monsieur l'huissier. Merci. Monsieur l'huissier, pourriez-vous noter en dessous les réponses que donnera monsieur Bernard sur les photos? Sur les photos que vous voyez, monsieur Bernard, pouvez-vous me dire pour chacune d'elles
si vous connaissez la personne et quel est son nom. Bien sûr, la numéro 1 est Paul Morel. Je ne connais pas la personne numéro 2, ni la troisième. De mon côté, je reconnaissais James en numéro 2 et moi-même en 3. La personne numéro 4 est Tilly Taha, Jennifer Lawrence ensuite, et enfin, Agathe de la Rosière. Merci, Monsieur Bernard. Monsieur l'huissier, pourriez-vous recopier les résultats de Monsieur Bernard sur la pièce à conviction numéro 21 qui contient aussi les résultats exacts? Merci beaucoup, Monsieur l'huissier. Vous pouvez donc voir maintenant que Monsieur Bernard a donné le nom de Tilly à une femme s'appelant en réalité Nélinda. Maître Das, avez-vous des questions? Non. Merci, Camille. Très bien. J'appelle le témoin suivant à la barre. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom et profession? Je m'appelle Agathe Larosière, je suis détective privé au sein du cabinet Espérance. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Oui. Vous avez participé à l'enquête. Pouvez-vous nous indiquer des informations complémentaires? Oui. Le couteau retrouvé sur la scène de crime détient les empreintes de Tilly comme si elle avait coupé de la viande. Il s'avère que Tilly avait mangé chez Nélinda l'avant-veille et que Nélinda a des couteaux similaires. Il s'avère aussi que le jour où Anat est morte, Tilly était non loin de la rue, mais Nélinda était à une fête non loin de là aussi. Comme dit par le policier Paul Morel, la personne qui s'est présentée chez le buraliste avait le nom de Tilly, mais le visage de Nélinda. Si vous me permettez une conclusion peut-être audacieuse, je soupçonne que Tilly n'est pas coupable, mais que c'est Nélinda. Bien sûr, il faudra qu'une autre cour soit convoquée. Objection, s'écria Sanjay Das. Cette personne n'est pas habilitée à porter de telles accusations et ce n'est pas le lieu. En ce cas, Camille, si vous me permettez, je m'excuse de mon audace à Maître Das et reste sur la conclusion qu'au vu des éléments que j'ai indiqués, j'ai du mal à croire Tilly coupable, même si la décision finale reviendra au jury. Merci Agathe. Je reconnais que votre conclusion est assez cohérente, bien qu'aussi forte, car vous accusez presque une autre personne. Maître, avez-vous des questions? Oui, dit May en se levant. Agathe, ayant suivi l'affaire, pourriez-vous me dire où se trouvaient ma cliente et Olivier? Oui, ils habitaient ensemble chez Tilly. La petite Aya a été confiée à sa tante. Olivier a aussi été vu à l'hôpital auprès de Tilly. Objection, Camille. Agathe et May se connaissent. Cette question a été planifiée. Pour autant, cette réponse est-elle fausse? Demanda Camille. Non, je n'ai pas menti, répondit Agathe. Je tiens aussi à préciser qu'Olivier, à sa demande, est aussi venu voir ma cliente avec moi en prison. Et si vous permettez une question à mon confrère, c'est le temps pour les questions pour Agathe, me dit Camille avec un froncement de sourcils. J'en suis consciente. Pour autant, cela a complètement à voir. Maître Das, vous vous êtes rendu auprès de votre client. Avez-vous vu Tilly au même endroit? Répondez, maître. Saviez-vous que votre client et l'accusé vivaient ensemble? Oui, finit par dire sèchement Sanjay. Mais je lui avais bien dit qu'il n'aurait pas dû, que ce n'était pas une bonne idée. Étant donné que Tilly n'était pas en cellule, cela reste leur choix, coupa sèchement Camille. Avez-vous d'autres questions? Non, non. Madame l'avocate générale, la parole est à vous. Merci Camille. La charge retenue contre l'accusé, Tilly Taha, est le meurtre d'Anat Dubois. D'après tout ce qui a été rapporté par l'analyse effectuée par l'experte et psychiatre Diane Dupuis, rien ne semblait prédisposer Tilly à un meurtre. De par ce qui a été rapporté par l'entourage d'Anat, celle-ci avait au moins de bonnes relations, voire était amie avec Tilly. Je tiens aussi à souligner que le téléphone servant de preuve a été un point de désaccord durant le procès, et je tiens à rappeler à tous que lorsqu'il y a un doute, ce doute doit profiter à l'accusé. Maître Das, vous avez la parole pour votre plaidoirie. Merci Camille. Madame l'avocate générale, mesdames, messieurs les jurés, nous savons que Madame Anat Dubois a été tuée, et elle ne s'est sûrement pas planté le couteau elle-même. Nous avons une accusée. Tous les indices montrent que c'est elle la meurtrière. Certes, le doute peut profiter à l'accusé, comme l'a si bien dit l'avocate générale. Je reconnais aussi
que le rôle de ma consoeur Mayline est de protéger sa cliente. Mais je tiens à souligner qu'elle l'a fait en mettant justement le doute sur les preuves avancées par les enquêteurs. Maître Lynn. Merci Camille. Mesdames, Messieurs, Sanjay Das rappelle que mon rôle est de protéger ma cliente. Certes, je suis d'accord avec lui. Il indique que j'ai mis le doute sur les preuves, telles que le téléphone. Sur cette partie-là, je n'ai pas souvenir d'avoir fait cela. Par contre, j'ai souvenir que le policier Paul Morel a indiqué avant que je prenne la parole que cette preuve a, je cite, laissé les policiers perplexes de par l'absence d'empreinte sur le téléphone présent dans la maison de l'accusé. D'autre part, ma cliente n'a pas cessé de clamer son innocence et a même vécu avec Olivier ici présent. Au vu de ces éléments, le doute est pour moi permis et que ce doute doit profiter à l'accusé, comme l'a rappelé l'avocate générale. Merci, maître, pour vos plaidoiries. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? A des questions? Très bien. Je vais laisser le plaignant, puis l'accusé dire leur dernier mot. Olivier? Bonjour. Je m'appelle Olivier Dubois. Je suis triste d'avoir perdu ma femme, que ma fille ne la connaisse jamais. Comme l'a dit Maître Lynn, j'ai demandé à voir Tilly en prison pendant l'enquête. Elle a été capable de me dire dans les yeux qu'elle me jurait de ne pas avoir tué son amie et ma femme Anat. Je crois donc en l'innocence de Tilly. De plus, je ne voudrais pas que la fille de Tilly souffre de l'absence de sa mère, tout comme ma fille souffrira de l'absence d'Anat. J'ai fini. Bien. Tilly, voulez-vous dire les derniers mots qui clôtureront la séance? Je ne peux que remercier Olivier de croire en mon innocence et redire que je jure de ne dire que la vérité et rien que la vérité, et que je jure d'être innocente et de ne pas avoir tué Anat. Les jurés et moi-même allons nous retirer pour délibérer. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un résultat, dit Camille. Un peu plus de 2 heures plus tard. La cour. Je ne me lève toujours pas, le poids de la peur l'emportant sur mon espoir. Tilly Taha est reconnu non coupable. Je baisse la tête. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Ma femme et mon nouvel amour, dont je ne vois plus que les cheveux. Je vois qu'Anna n'a pas bougé. Tita est donc acquittée. Dehors, je retrouve ma cliente, qui se jette à mon cou en me remerciant, puis à celui de James Alexander avant de finir dans les bras d'Olivier. En sortant, je vis sur le trottoir les 2 jurés blonds s'embrasser. Je les montrai discrètement à Olivier, et en réponse, il me fit tourner vers lui et m'embrassa avec fougue. Mes parents me proposèrent de rentrer avec eux en Égypte pendant mon congé maternité. Après en avoir parlé avec Olivier, il m'y accompagna avec sa fille, en m'indiquant que l'entreprise lui permettait de télétravailler depuis l'Égypte. Chapitre 9. Demande en mariage. Un soir, environ 2 semaines après qu'on soit arrivé en Égypte, Olivier demanda: Est-ce que ça vous dérangerait de vous occuper des petites demain soir? Olivier, le réprimandai-je, déjà mes parents nous accueillent. T'inquiète, ça ne nous dérange pas du tout, dit ma mère. Allez-y, faites-vous plaisir, renchérit mon père. On peut même s'occuper d'elle une partie de l'après-midi. C'est gentil, merci beaucoup. Heureusement que j'ai tiré du lait. Le lendemain, mes amies d'enfance, Nima et Amani, vinrent nous voir après le déjeuner. Vers 16 heures, elles m'ordonnèrent d'aller me laver. Lorsque je revins dans la chambre, elles avaient placé une chaise au centre et une djellaba était étalée sur le lit. Elle était belle, blanche et pas mal décorée. Au poignet des manches, 2 fils rouges étaient tressés autour d'un fil doré. 2 fils turquoise et 2 autres dorés étaient placés de part et d'autre de ce motif. Une des manches était décorée au niveau du biceps par des fils turquoise et dorés qui ondoyaient. La partie centrale de la djellaba me faisait penser à 3 boutons de fleurs turquoise, bien qu'il ait une forme plutôt ovale. De part et d'autre de chaque bouton alternaient ce qui semblait être 2 rangées de pétales rouges et 2 rangées de pétales dorés. Mes amis me firent asseoir et tressèrent rapidement mes cheveux qui commençaient déjà à sécher.
2 mèches de chaque côté de mon front y échappèrent, ainsi qu'une mèche derrière chaque oreille. On papotait une quinzaine de minutes. Amani m'apprit qu'elle avait ouvert sa marque de vêtements et d'accessoires, et que la djellaba sur le lit était une de ses créations. Nima, quant à elle, travaillait dans une entreprise d'énergie renouvelable en tant qu'ingénieure. Mes cheveux étaient maintenant secs. Elles tressèrent alors les mèches restantes et détachèrent les autres, qui eurent alors une légère ondulation. Elles reprirent les tresses et les défèrent partiellement afin qu'elles se rejoignent en une seule tresse à l'arrière de ma tête. Elles me firent passer la djellaba. Du côté du bras non décoré, Nima plaça un bijou de bras doré constitué de feuilles ajourées. Entre chacune d'elles pendait un fil rouge. Amani me mit un collier à 4 rangs. Le premier rang était constitué d'une rangée de perles turquoises, et de part et d'autre de la rangée se trouvait une perle dorée. Au-delà de cette perle dorée, turquoise et fuchsia alternaient, en miroir autour d'une perle dorée. À ce premier rang étaient rattachés 3 autres, de fuchsia, séparés par une deuxième de turquoise. Les rangs de perles étaient rapprochés par 3 points de perles dorées. « Elle est toute à toi !» dirent mes amis en m'amenant sur le perron sur lequel attendait Olivier. Pour sa part, il était habillé d'un pantalon blanc et d'une chemise turquoise pâle à manches courtes, qu'il avait laissé ouvert sur un tiers. Il me tendit la main que je pris. On marchait une vingtaine de minutes jusqu'à un restaurant. Je me fis plaisir en prenant notamment huîtres et poissons. Alors que la nuit tombait, Olivier m'amena sur la plage. « Qu'est-ce que... » commençai-je en le voyant mettre un genou à terre. « Tilly, j'aimerais pouvoir passer le reste de ma vie à tes côtés. L'acceptes-tu » me demanda-t-il en sortant une boîte de sa poche intérieure et en l'ouvrant. Rigolai-je nerveusement. Elle est vide, Olivier. Juste. Est-ce que tu acceptes ? J'ai préféré ne pas la prendre pour ne pas la perdre. Oui, dis-je en le prenant à la main pour qu'il se relève. Je sentis ses lèvres se presser contre les miennes, qui s'ouvrirent à sa demande. Le baiser dura un moment. Un bain de minuit ? Me proposa Olivier. J'ai des bijoux. Ne t'inquiète pas. Après tout, une boîte sans bague peut servir, dit-il en m'enlevant mon collier et bracelet. Il les plaça dans la boîte qui retourna dans sa poche. Une fois nu, il me prit dans ses bras et rentra dans la mer en me portant et en m'embrassant. On resta dans l'eau le temps que le soleil qui nous nimbait de ses dernières lueurs de la journée se couche derrière l'océan. Olivier me fit sortir de la même manière que j'étais rentrée. J'eus l'impression de quitter ses bras qu'une fois dans la chambre. Là, il se baissa, attrapa ma djellaba par le bas et la retira en se relevant, pendant que je levais les bras. Mes mains retombèrent dans son cou, glissèrent sur son torse, enlevant les quelques boutons qu'il avait remis. Il finit de se débarrasser de sa chemise en m'embrassant, pendant que mes mains lui enlevaient sa ceinture. Après avoir fait glisser son pantalon, il me reprit dans ses bras, m'allongea sur le lit sans interrompre son baiser, qui s'interrompit que lorsqu'il passa à mon côté. Il m'attira sur lui, et en caressant mon dos, reprit son baiser interrompu. Chapitre 10. Arrestation et procès. Ah, ça fait 1 mois que je n'arrive pas à trouver d'éléments pour forcer Paul à demander un mandat de perquisition. J'ai déjà eu affaire à lui. Il est assez obtus. Ah, si seulement... Excusez-moi, le docteur James est toujours là ? Oui, une patiente sans rendez-vous est venue et il l'a prise. Je trouvais néanmoins que le lieu du meurtre n'était pas si loin et qu'elle avait pu s'éclipser et revenir sans que personne s'en aperçoive. Paul trouvait qu'il fallait compter environ 1 heure aller-retour et que son absence ne serait pas passée inaperçue et que donc mon hypothèse ne tenait pas. Ah, ces bus alors! Ils ne respectent pas leurs horaires. Impossible de leur faire confiance. Vous devriez regarder l'application, c'est en temps réel. Ah, vous pourriez me montrer ? Ah, mais c'est une idée ça. Déjà, est-ce qu'il y a un bus entre les 2 points ? Et combien de temps il peut faire gagner ? Presque moitié moins de temps pour faire le trajet. C'est 12, plus celui-là me semble un peu tôt. 2 minutes pour un meurtre. Plutôt celui-là. Donc 24 minutes. 10 minutes pour faire le meurtre. Cela me semble jouable. Ça, au total, si je compte un peu large, et l'appli aidant en réalité, 30 minutes d'absence finalement.
Ce n'est pas tant que ça. Cela a pu passer inaperçu. Je rédigeai un mail en ce sens pour Paul. À peine 2 semaines plus tard, Paul m'envoyait une copie du mandat d'arrêt. Quelques mois plus tard, un nouveau procès se fit pour Nelinda. La stratégie de son avocate pendant le procès et la plaidoirie fut de convaincre les jurés en soulignant que Nelinda n'avait pas, selon l'expert, le profil d'une tueuse et que rien ne l'y prédisposait. Puis de démontrer que les filles ne se connaissaient pas, car les amis d'Anat avaient répondu par la négative lorsqu'elle leur avait demandé si Anat leur avait parlé de Nelinda. Et dans ces conditions, comment aurait-elle pu perpétrer ce crime, et que ce doute devait lui profiter? De notre côté, nous tentions de convaincre les jurés que Nelinda avait tenté de faire accuser Tita pour meurtre, car le couteau venait de chez elle et le téléphone avait été acheté par elle sous le nom de Tilly, puis retrouvé chez cette dernière sans empreinte. Alors que la présidente indiquait qu'elle et les jurés allaient se retirer, la voix d'Anna s'éleva. Veuillez m'excuser, mais la plaidoirie de Maître Lynn est absolument fausse, car il ne peut y avoir 2 tueuses. Or, j'ai tué Anat. Il y eut une confusion dans la salle. Madame, venez à la barre. Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom et profession? Je m'appelle Anna Oliveira, directrice de ressources humaines. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Oui, Bien. Pouvez-vous nous redire de façon officielle ce que vous venez de nous annoncer et nous apporter plus de précision? Nelinda ne peut pas avoir tué Anat, car c'est moi qui l'ai tuée. J'ai vécu pendant 1 temps chez Nelinda. C'est comme ça que j'ai eu accès au couteau. À ma demande, Nelinda a acheté, puis s'est débarrassée du téléphone. Un silence suivit ses paroles. Très bien. Finit par dire la présidente Julia. La séance est suspendue et reportée. Je laisse le temps aux policiers de reprendre l'affaire. Madame l'avocate générale, êtes-vous d'accord que Nelinda ayant à charge à minima la complicité de meurtre, elle doit retourner en prison? Suite à l'intervention d'Anna, qui avouait avoir fait le meurtre, je demandai l'accès au compte des 2 filles. Bien sûr, les banquiers ne voulurent pas dans un premier temps, mais, après avoir indiqué que la personne était sous le coup de la justice et que grâce à eux je pouvais innocenter leur cliente, ils furent plus coopératifs. Les comptes m'avouèrent l'absence de virement entre les 2 filles. Au comportement d'Anna, je la soupçonnais d'être amoureuse de Nelinda. J'allai au commissariat de police où j'entendis des éclats de voix venant du bureau de Charles. Tu sais très bien pourquoi Agathe était sur cette affaire avec toi. Et pourtant, j'ai su que tu ne l'avais pas prévenue lors de l'arrestation de sa cliente. Il m'est revenu aux oreilles que tu avais malmené sa cliente, avec du chantage et en ne lui permettant ni de boire ni de manger. Par-dessus le marché, elle était enceinte, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences. Et après avoir arrêté une première personne non coupable, il s'avère que la deuxième est aussi non coupable. Tu veux me faire passer pour quoi? C'était rhétorique, ne réponds pas. On ne peut pas se permettre de passer pour quoi que ce soit. Oui? Bonjour Charles. Désolée. J'attendais, mais je vous entendais. Et moi-même, je n'étais pas sûre qu'Anna passerait le pas. C'est-à-dire? Je suis quasiment sûre qu'Anna est amoureuse de Nelinda et qu'elle s'accuse pour l'éviter d'aller en prison. J'ai vérifié son comportement lorsque Camille a indiqué que ma cliente était coupable. Je crois que tu n'avais pas entendu le non, comme tout le monde. Effectivement, lorsqu'elle a dit acquitter, je me suis dit que j'avais du mal à entendre. Oui, j'avais vu cela avec Camille, pendant que ma cliente était à l'hôpital. C'était sur quoi je comptais. Anna était dans la salle, elle semblait contente et elle n'a pas bougé. Alors pourquoi s'est-elle dénoncée maintenant? Tu veux lui faire un procès à elle aussi? M'ironisa Charles. Non, j'ai pu vérifier leur compte. Il n'y a pas de trace de virement. Cela ne veut rien dire. Cela a pu se faire en cash. Certes, je n'ai vu aucune sortie d'argent extravagante. En tout cas, nous avons interrogé les gens de la soirée où était Nelinda. Anna y était aussi. Certes, j'aimerais diriger un interrogatoire avec Anna, toi et Clara, ma psychiatre, derrière la vitre sans teint. Tu as quelque chose derrière la tête. Tu sais que son avocate sera là et lui dira de ne pas parler au besoin. Et quand bien même tu arrives à prouver son amour pour Nelinda, Nelinda sera acquittée. Elle pourrait ne pas être acquittée. Rappelle-toi qu'elle a aussi le chef d'accusation de complicité pour meurtre. Et Nelinda prendra au minimum 2 ans. Oui, je me doute que l'avocat dira à Anna de ne pas parler,
Mais je pense qu'elle se trahira sans parler. On ne parle pas qu'avec la bouche, tu sais. C'est pas illégal au moins? Non, tu me connais pourtant. Oui, il est vrai qu'on a fait notre formation ensemble, et c'est pour cela que je fais appel à toi le concernant, d'ailleurs. D'ailleurs, tu ne perds rien pour attendre, même si tu l'as soutenu concernant Anna, et que ce n'est pas sa faute s'il n'a pas pu faire le nécessaire. Il sera rétrogradé pour avoir malmené et fait du chantage à ta cliente. Je te laisse juge sur ces points de punition. Je ne suis plus dans la police. Oui, bonjour. Oui, vous êtes Agathe? Oui, et qui êtes-vous? William, un de mes meilleurs policiers, me présenta Charles en fusillant Paul du regard. Je pense que c'est lui qui va prendre la place de Paul, me dis-je. J'ai suivi vos exploits équestres, puis de détective. C'est grâce à cela que je suis maintenant sous les ordres de Charles. Et tu voudrais un autographe? Terminai-je pour lui. Oui, si vous le voulez bien. Pas de souci, je te fais ça en rentrant. Charles te le donnera. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour ça que tu venais. Je ne savais pas qu'Agathe était là. J'ai pris sur moi d'aller dans la rue où est passée Nélinda la nuit du meurtre, avec des photos de Tilly, Nélinda et Anna. Il y avait peu de chances que tu tombes sur quelqu'un qui était là la nuit du meurtre, objecta Charles. Détrompez-vous, certains restent à la même place, les sans-abri. L'un d'eux a reconnu Nélinda. Vous n'étiez pas là hier soir, du coup je l'ai mis en cellule en précisant bien au gardien de faire attention à lui. Suis-moi, Agathe. Bonjour monsieur, je suis désolé que le policier vous ait mis en prison. Soyez pas désolé, j'avais un toit et de la nourriture, répondit-il en rougissant à cette appellation. C'est le moins que l'on puisse faire. Apparemment, vous avez reconnu une personne. Oui, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris. Je... Je reviens. Voilà. Qui reconnaissez-vous? Là, c'est vous, et elle, c'est Jennifer Lawrence. Je suis pas un culte. C'est juste pour avoir plusieurs visages, dit Charles avec un sourire. William, je croyais qu'il l'avait reconnu. Vous souvenez-vous de quelqu'un en t-shirt rouge avec un jean ayant du léopard sur le côté de la jambe, monsieur? Oui, et je l'ai vu passer dans les deux sens. Au retour, je l'ai suivi et j'ai attendu que la fête se termine, pour y retourner et regarder les poubelles. Vous savez, les gens jettent des choses encore bonnes à manger. Oui, oui, répliqua Charles, distraitement et gêné. Il était vrai qu'il n'appréciait pas voir les gens dans la misère. William, j'imagine que les gens de la fête ont dit qu'elle était habillée comme cela. Oui, monsieur. C'est pour cela que j'ai dit qu'il l'a reconnue. Je comprends tes conclusions. Pour autant, elles ont une corpulence similaire et ont pu échanger leurs vêtements. Mais cela reste assez accablant. Très bien. Nous n'avons pas d'endroit pour vous. Bon, au vu des circonstances, Guillaume, il n'est pas suspect mais témoin. Mais il n'a pas d'endroit où aller. Veillez à ce qu'il soit bien traité comme tout le monde d'ailleurs. Très bien, Charles. Bonjour. Vous avez été convoqué pour un nouvel interrogatoire. Encore? Soupira l'avocate d'Anna. Oui, mais cette fois-ci c'est Agathe qui dirigera l'interrogatoire comme indiqué dans la convocation, répliqua William. Je n'ai vraiment pas bien compris comment Charles a accepté que cela soit vous, être détective et connu, ne vous donne pas tous les droits. Je vous le concède, peut-être est-il trop gentil, contrairement à Paul, qui est insupportable, obtus, n'est-ce pas, Anna? Dis-je en tournant la tête vers l'intéressé. Je suis parfaitement d'accord. Il ne cesse de répéter les mêmes questions encore et encore. Par contre, la pauvre, j'ai eu des difficultés à prouver qu'elle était innocente. Pourtant, elle s'est montrée tellement douce, tellement gentille avec d'autres patientes. Elle était sympa avec toi aussi? Non, elle était méchante, mauvaise même. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ne répondez pas, dit l'avocate habituée. Anna regardait la table. Vous la connaissez à travers Nélinda, qui ne l'aime pas. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Dit l'avocate. Anna semblait encore plus gênée. Nélinda, par contre, était tellement belle, si douce. Anna semblait encore plus gênée. Nélinda, par contre, était tellement belle,
si douce, plus gentille que n'importe qui, dis-je en soupirant entre chaque partie et ignorant l'avocate. Le rouge monta aux joues d'Anna. Paul n'aimait pas Nelinda, poursuivais-je. Il disait qu'elle était conne. Vous n'avez pas le droit de l'insulter, s'exclama-t-elle en se levant, sans pourprendre cette fois-ci. Ah? Pourquoi? dis-je en levant les yeux, feignant la surprise, toujours un peu allongée sur ma chaise. Parce que vous l'aimez, terminai-je à sa place en me redressant. Ne répondez pas, dit l'avocate. Ce n'est pas nécessaire, effectivement. Son corps parle pour elle. Voulez-vous vraiment vous dénoncer pour ce meurtre que vous n'avez pas fait? Je l'ai tué. Que vous l'ayez fait ou pas, Nelinda prendra tout de même 2 ans, minimum, pour complicité. Ce n'est pas vrai? Vous n'êtes pas obligé de répondre, terminai-je, habitué moi aussi. Reconnaissez tout de même que son comportement est très parlant, maître. Est-ce que Nelinda sait que vous l'aimez? Je veux que l'interrogatoire cesse, dit l'avocate. Très bien. Je vous laisse voir avec votre cliente. Pour ma part, je pense savoir la vérité. Je demandai à Clara qui avait tout vu par la glace sans teint. Et elle pensait comme moi, qu'Anna était amoureuse de Nelinda et qu'elle s'accusait pour la protéger. Charles était aussi d'accord. Pendant le nouveau procès, comme Charles l'avait prédit, les avocates dirent qu'elles avaient échangé de vêtements. Nelinda prit 2 ans pour complicité et Anna 20 ans pour un meurtre qu'elle n'avait probablement pas commis.